Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors j'étais en chemin pour capturer le troisième volet de la mini-série dédiée à l'objectif Tilt Shift quand j'ai décidé de bifurquer et d'aller voir une chute d'eau dont on m'a parlé il y a quelques jours seulement. Et donc je vais te montrer comment on va pouvoir capturer cette scène. Alors en effet, je suis dans les Pentlands. Les Pentlands, ce sont les collines qui entourent Édimbourg. Et on a la chance d'avoir une vague de froid en ce moment qui s'étarte. Ça fait à peu près 2 semaines que c'est comme ça, où il fait aux alentours de -5, -3 degrés. Et on a eu de la neige qui est tombée la nuit dernière. Alors, au niveau du contexte, ce qui me plaît, c'est donc cette chute d'eau, bien évidemment. Elle est bien dans le rocher, c'est quand même assez intéressant. On a également ce ruisseau à cet endroit-là qui me plaît beaucoup. Et surtout, dans le ruisseau, ce que l'on a, c'est du mouvement dans l'eau ici, une mini petite chute avec du blanc dans l'eau. C'est toujours intéressant, qui contraste avec les rochers assez rouges que l'on a ici dans le creux de cette vallée. On a également, et tu ne la vois sûrement pas, une petite chute d'eau qui se jette dans le ruisseau à cet endroit-là. Et donc du coup, ces 3 éléments, les rochers rouges, la petite chute d'eau, la petite cascade ici et la grande chute d'eau en fond, tout ça me donne une composition assez intéressante. Alors comment je m'y prends? Eh bien, tout simplement en baissant le trépied. Mais attention, pas trop, parce que plus tu vas descendre le trépied, moins tu vas avoir de surface de l'eau au pied de la cascade. Donc c'est vraiment un compromis à faire. Alors, j'utilise le 24 mm Tilt Shift. Cela dit, je ne vais pas utiliser le tilt aujourd'hui, ça serait absolument contre-productif et tu comprendras un peu mieux lors de l'épisode, du 3e épisode sur le Tilt Shift. Mais en revanche, je vais utiliser le décentrement. Pourquoi le décentrement? Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Mais j'utilise le décentrement pour être parallèle à mon sujet et donc garder la bonne perspective. Et je vais pouvoir donc régler la hauteur et descendre également pour s'assurer de ne pas capturer du ciel parce que le ciel ne serait pas intéressant dans cette scène. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment on capture tout ça. Alors comme je te disais, j'ai mon 24 mm voilà, qui est installé. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est vraiment de régler son cadrage. Je t'ai parlé de la petite chute d'eau qu'il y avait à droite, de la grande chute d'eau au fond et puis de capturer cette eau-là. Donc je suis à peu près à 1 degré au niveau du décentrement, j'ai 1 degré vers le haut, voilà, pour à peine capturer le haut de la chute d'eau. Au niveau de l'exposition, alors pour l'instant, j'ai mis à ISO 200 et je suis à 1/4 de seconde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première exposition. Alors, j'ai mon câble ici pour la prendre, on va la prendre comme ceci. Très souvent, on me pose la question, où est-ce que je fais mon focus? Est-ce que j'utilise l'hyperfocal? La réalité, c'est que je n'utilise plus l'hyperfocal depuis quelques années, pour 2 raisons. La première, c'est que quand j'utilise le Tilt Shift et si j'utilise le tilt, eh bien, j'ai la profondeur de champ à l'infini et donc je n'ai absolument pas ce problème-là. Et tu comprendras mieux quand on verra cet épisode. Et puis, dans le cas d'aujourd'hui où je n'utilise pas le tilt, eh bien, je vais utiliser le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ. C'est quoi? Eh bien, c'est un bouton que l'on a régulièrement sur les DSLR, généralement en moyenne gamme et haute gamme, qui se trouve à l'avant. Et quand on appuie sur ce bouton, en fait, il va fermer manuellement le diaphragme de l'objectif. Et donc, si tu essaies de voir la profondeur de champ dans l'œilleton, ça ne va vraiment pas marcher parce que l'œilleton est beaucoup trop petit, il n'y a pas assez de lumière, même pour les pleins formats, même pour les moyens formats. Par contre, si tu utilises l'écran LCD à l'arrière et en zoomant, là, tu peux voir vraiment une différence. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je me mets en live view, comme ceci. J'appuie donc sur la petite loupe et je vais zoomer tout en bas de ma scène, au plus près de moi, donc tout en bas. Et puis, je vais zoomer à x10, voilà.
Maintenant que je suis à x10, je vais appuyer sur le bouton à l'avant que tu ne vois pas, qui est de l'autre côté de l'objectif. Et puis je vais bouger manuellement le focus jusqu'à ce que, ah, je ne suis pas tout à fait en bas, voilà, jusqu'à ce que j'ai de la netteté à peine comme ceci. Voilà, là j'ai la netteté juste à la première pierre que l'on voit dans le cadrage que j'ai choisi. Et donc du coup, si je remonte tout à fait en haut, ça ne pose absolument aucun souci. Alors ça paraît flou comme ça quand tu regardes, tant que tu n'as pas appuyé sur le petit bouton. Parce que rappelle-toi une chose, c'est quand tu mets ton objectif, si ce n'est pas un objectif manuel au niveau de l'ouverture, eh bien ce que tu vas voir dans le LCD, en fait ça va être la plus grande ouverture. Donc dans mon cas c'est 3.5 et donc du coup je regarde ma scène à 3.5 avec un focus qui est tout proche. Donc c'est sûr que là comme ça, ma chute d'eau est floue. Par contre dès que j'appuie sur le bouton, eh bien là je vois tous les détails et je peux m'apercevoir que tout est net. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Alors je prends la photo comme ceci. Voilà. Et donc je suis à 1/4 de seconde. La première chose que je vois c'est l'exposition en général. On peut regarder l'histogramme, ça peut aider. Et puis là dans l'histogramme je vois qu'effectivement, bon, j'ai du cramé, j'ai les blancs qui clignotent dans la chute d'eau principalement, mais pas en avant-scène. En avant-scène ça va. Et puis j'ai une belle courbe. Ensuite, ce que je regarde, c'est la netteté, m'assurer que toute ma photo est bien nette. Alors je zoome, comme ça c'est pratique quand même d'avoir des doigts et l'écran tactile sur le 5D Mark IV, j'adore ça. Ça me manquait sur le 5D Mark III. Alors ça me permet de zoomer et puis de naviguer très facilement. Alors du début c'est tout net, tout net, tout net, tout net, et je vais tout en haut et c'est très très net tout ça, ça me plaît, parfait. Alors maintenant ce que je vais regarder, c'est le filet dans l'eau, parce qu'on va capturer de l'eau en mouvement. Et quand on capture le mouvement, on a plusieurs options. Soit on fait une très longue exposition et à ce moment-là, le mouvement dans l'eau la transforme en une sorte de vapeur. Ça peut être intéressant, mais pas dans une chute d'eau, en ce qui me concerne, et pas dans un ruisseau. Et surtout quand tu combines le tout avec un filtre polarisant qui va te retirer les reflets dans l'eau et tu finis à avoir quelque chose qui ressemble à du magma, quelque chose qui ressemble à du plastique fondu sur les cailloux au fond de ta rivière, et je trouve pas ça très intéressant. Moi ce que je veux c'est du mouvement, je veux les cheveux, comme je dis souvent, les cheveux dans l'eau. Et donc en zoomant dessus je peux m'assurer de voir si la vitesse que j'ai choisie, 1/4 de seconde, non seulement me donne une bonne exposition, mais surtout créativement me capture du bon mouvement dans l'eau. Et là je dois dire que c'est assez intéressant en avant-scène. Maintenant il va falloir mettre le polarisant. Alors je vais mettre le polarisant, je sais d'avance qu'en mettant le polarisant, je vais sûrement perdre 2 arrêts de lumière. Voilà. Alors maintenant, je l'ai à peine mis, c'est déjà beaucoup plus sombre. Ce que je suis obligé de faire, je vais pas augmenter mon temps. Si j'augmentais mon temps, comme je t'ai dit, ça me changerait l'aspect créatif de mon eau. Donc je vais augmenter les ISO. J'étais à ISO 200, eh bien je vais monter mes ISO. J'étais à F13, je ne vais pas changer mon ouverture. F13 me convient parfaitement. Donc je change mes ISO et je vais monter. Là je suis à 640, ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais le laisser à 640 pour voir. Maintenant je vais bien m'assurer du réglage de mon filtre. Là ça a l'air d'être très très bien au niveau de l'eau, j'ai plus le reflet. Je vais donc prendre une exposition et je me retrouve maintenant à 1/4 de seconde, F13, mais attention, ISO 640. Alors, je vais prendre la photo. Et là, si je compare avant et après, et toi tu dois le voir sur l'écran, tu peux remarquer comme quoi, sur la version précédente, j'avais beaucoup de reflets dans l'eau. Là, je n'en ai plus, c'est quand même beaucoup plus net. Maintenant, j'ai toujours le cramé dans ma chute d'eau du fond. Il va falloir donc que j'utilise un filtre gradué. Et là, je me dis qu'un filtre gradué de 2 arrêts doux devrait aller, et je vais le faire passer un peu en oblique, comme ça, qui va suivre en fait le contour de l'arbuste que j'ai devant. Alors pour ce faire, je vais garder mon doigt appuyé sur le filtre polarisant et je vais faire pivoter mon porte-filtre.
Voilà, comme ceci, je pense que ça devrait aller. Et je vais sortir donc le 2 arrêts gradué de Shelly, qui est donc le point 6. Alors pourquoi un doux? Tout simplement parce que je suis à 24 mm. J'ai pas envie d'avoir une transition franche entre la zone qui n'est pas assombrie et la zone qui est impactée par le filtre. Donc je pense que doux à 2 arrêts, ça devrait suffire. Voilà. Alors je fais glisser petit à petit et on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais reprendre une autre exposition. Il est important de rester en exposition manuelle sur l'appareil photo parce que si j'étais en priorité à l'ouverture, à peine je glisserais le filtre que j'aurais mon exposition qui changerait et ça ne réglerait pas le problème du coup. Alors là du coup je n'ai plus de cramé dans l'image. Si je regarde bien les détails, est-ce que ça me plaît? Eh bien ça me plaît assez, je dois dire, cette scène là. Je vais regarder l'histogramme, mais de toute façon l'histogramme ça va, je pourrais toujours augmenter l'exposition en général après coup, un tout petit peu, ça ne posera pas de problème. Alors si tu étais inquiet par rapport à l'ISO 640, je crois que j'étais, je raffiche 640, t'en fais pas, je suis avec un 5D Mark IV qui gère très bien le bruit, et puis 640, je peux très bien gérer ça dans Lightroom après coup. Alors, il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que quand on regarde l'image, on a en fait deux chutes d'eau. On a cette mini chute d'eau qui est là sur le côté. Excuse-moi, j'ai un peu mal au genou et je vais me lever pendant une seconde. Alors, comme je disais, on a en fait deux chutes d'eau dans cette scène. On a la grande chute d'eau du fond et la petite chute d'eau ici en avant. Quand j'ai regardé au début le mouvement dans mon eau, eh bien, je trouvais que c'était intéressant. J'avais encore du détail. Cela dit, la chute d'eau du fond, elle est loin, elle est plus éloignée. Et elle a beau être assez rapide, elle va paraître plus lentement que l'eau que l'on a ici. Et donc du coup, quand je vais sur la chute d'eau du fond, je m'aperçois qu'il y a une sorte de glow, un manque de détail dans l'eau en soi. Alors, pour régler le problème, il faudrait que j'ai une exposition qui soit plus rapide. Cela dit, plus rapide, ça va m'obliger à monter les ISO davantage, et plus rapide, ça va me donner encore un peu plus de netteté à l'avant, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon résultat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre exposition et je vais sûrement faire un composite après coup dans Photoshop en ayant la même exposition en quelque sorte d'un point de vue lumineux, mais il y en a une qui sera plus rapide que l'autre, simplement pour en fait geler davantage cette chute d'eau du fond. Alors, si je regarde les exifs, je suis donc à 1/4 de seconde, f13 et ISO 640. Je ne vais pas changer mon f13, ça sera absolument ridicule. Par contre, il faut que je change mon temps. Et là, pour changer mon temps, eh bien, je vais d'abord changer mes ISO. Donc de 640, j'ai passé à ISO 800, ISO 1000 et ISO 1250. Je pense que ça ira. Et là, du coup, il va falloir que je récupère. Donc récupérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du temps, eh bien, j'étais à 1/4, il va falloir que je passe donc à 1/5, 1/6, 1/8 de temps. Et là, si je prends l'exposition, qu'est-ce que l'on obtient? Alors maintenant, je vais appuyer sur Play et on va comparer en fait l'exposition d'avant et l'exposition de maintenant. Alors, quand on regarde, au niveau luminosité, ça n'a pas changé, c'était le but. Maintenant, si je zoome dans ma scène, autant pour moi, hop, ici, et je regarde ma chute d'eau, avant et après. Et je trouve que dans la nouvelle version, j'ai quand même plus de détails, plus de filets dans l'eau, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on va voir ça en tout cas à l'ordinateur. On va voir ce que ça donne, si ça vaut vraiment le coup de faire un composite ou pas. Allez, on se retrouve à tout de suite au bureau. Alors nous revoilà au bureau, il fait chaud, ça fait du bien et on va pouvoir regarder de plus près les photos qui ont été capturées dans la première partie de la vidéo et qu'est-ce que j'ai pu en faire. Alors ce que tu vois d'abord, là c'est la première photo prise sans aucun filtre, ISO 100, f13 et 1/4 de seconde. Donc là si je l'affiche en grand, qu'est-ce qu'on remarque? Certes on a le cadrage il est bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Par contre, bien sûr, les reflets dans l'eau dont je parlais tout à l'heure, en bas à gauche, on en a aussi en plein centre de l'image. Et puis on remarque aussi un certain reflet de lumière aussi sur les rochers de part et d'autre de la grande chute d'eau, parce que ces rochers sont humides et donc du coup ils reflètent cette lumière qui est aussi assez abondante à cause de la neige. Voilà. Donc, vraiment, un filtre polarisant, ça peut aider et on obtient ça avec le filtre polarisant. Cela dit, tu remarqueras qu'il y a un léger réchauffement dans la scène entre les deux. Regarde, je passe en arrière, je reviens maintenant avec le polarisant. La chaleur en fait est due au filtre polarisant que j'utilise, c'est le dernier filtre polarisant de chez Lee et qui a une légère teinte chaude, mais c'est pas grave, de toute façon à partir du moment où on shoot au format rond, on peut toujours régler la balance des blancs après coup, donc ça c'est vraiment pas un souci. Cela dit, à peine on l'a mis, on a été obligé d'augmenter les ISO et tu vois on est passé à ISO 640 alors que dans la première version on était à ISO 200. Je t'ai dit dans la première partie aussi que une fois qu'on avait utilisé le filtre polarisant, on avait quand même ce problème de blanc cramé. Là, tu les vois apparaître légèrement. Bien sûr, moi, je les voyais beaucoup plus prononcés parce qu'à l'arrière, sur l'écran LCD de l'appareil, c'est le rendu JPEG et non pas le rendu RAW. Et donc, du coup, ils étaient un peu plus présents que ça. Donc, c'est toujours à garder en mémoire, mais en tout cas ils étaient cramés, donc il fallait faire quelque chose et utiliser donc le filtre gradué de 2 arrêts que j'ai mis donc en diagonale qui part ici. Et on obtient quoi? Eh bien on obtient ça. Voilà. Alors, certes, tout paraît plus sombre. Tout paraît plus sombre parce qu'en fait, on était en fin de journée. Alors, il faut que j'explique. En fin de journée, en fait, il était 2h30 quand j'ai pris la photo. Et à 2h30, eh bien, on est en hiver et il commence à faire nuit. Et donc, du coup, la lumière a évolué au fur et à mesure de la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de perte de luminosité dans cette scène. Cela dit, tu remarqueras maintenant que c'est assez équilibré entre le devant de scène et l'arrière-scène, alors qu'avant, eh bien, c'était assez lumineux à l'arrière. Voilà. Donc, on n'a plus cette différence-là. Donc là, on avait notre photo qui nous intéressait, c'est-à-dire toujours à ISO 640, f13 et un quart de seconde. Cela dit, ce que j'aime bien dans cette scène, c'était le filet de l'eau. On a les détails ici dans l'avant-scène, on le voit bien, ça contraste avec l'immobilité des rochers, très bien. On a aussi cette petite cascade en bas à droite que l'on voit. Et puis ensuite, on a cette grande cascade au fond à gauche. Et dans la grande cascade, comme je disais dans la première partie, je parlais de glow, qui veut dire en français lueur, et on a une certaine lueur, et c'est dû à la distance en fait, et donc du coup ça m'embête, je préférais avoir plus de détails dans cette eau, et donc du coup la solution c'était de prendre une exposition plus courte, et l'exposition plus courte ça voulait dire simplement augmenter les ISO de un arrêt, donc je suis passé de 640 à 1250. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Là. Alors encore une fois, tu t'aperçois que la luminosité a changé, mais ça c'est comme je t'ai expliqué, on était en fin de journée. Mais regarde les détails. Alors je passe en arrière, je repasse en avant. Tu vois qu'il y a plus de détails maintenant dans la chute d'eau au fond à gauche. Mais si on regarde dans la partie de devant, ici, on s'aperçoit que eh bien, c'est un peu plus chaotique. Il y a moins de flow dans l'eau. Regarde la version avant à ISO 640 qui me permettait d'avoir un quart de seconde alors que ici, je suis à 1/8 de seconde, donc 2 fois plus rapide. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus chaotique et j'avouerai que je n'aime pas personnellement cette version-là au niveau de l'avant-scène, mais je l'aime en ce qui concerne l'arrière-plan au niveau de cette grande chute d'eau. Idem pour la petite chute d'eau en bas à droite. Dans la version à 1/8 de seconde, eh bien, je trouve que on a moins de... c'est moins visuel que quand on est à 1/4 de seconde. Regarde, je passe à 1/4 de seconde. On le voyait un petit peu mieux, je trouve. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre les deux photos et de faire un composite dans Photoshop. Cela dit, comme tu peux remarquer, on a un petit problème. C'est que les deux n'ont pas la même balance des blancs et n'ont pas la même exposition. Ça n'a rien à voir avec l'appareil photo, c'est uniquement les conditions météo qui ont changé entre les deux prises. Donc,
il a fallu que je joue un petit peu dans Lightroom avant d'aller dans Photoshop. Alors comment je m'y suis pris? J'ai joué avec la température, etc. Donc j'ai appliqué une balance des blancs là-dessus que j'ai un petit peu réglé. J'ai augmenté aussi, si tu regardes les réglages de base, tu t'aperçois que j'ai augmenté un petit peu l'exposition, pas de beaucoup, hein, vraiment de 0,27, donc c'est un quart d'exposition. Et ça, c'était pour la version à 1/8 de seconde. Celle de 1/4 de seconde, pareil, j'ai appliqué aussi une balance des blancs personnalisée avec la petite pipette. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire autre chose sur celle-ci, j'ai simplement adapté l'autre image à la première. Donc, on se retrouve à avoir en fait deux images. Si je les mets les deux côte à côte, tu vas pouvoir voir. Au niveau exposition, au niveau balance des blancs, ça correspond, c'est extrêmement proche. Une fonctionnalité que j'ai utilisée dans Lightroom pour régler tout ça, c'est une vue dans le module de développement, c'est ici. Quand tu cliques là-dessus, en fait, tu as ton image qui est sélectionnée, c'est-à-dire celle-ci, et là, on te dit, fais glisser une autre pour servir de référence. Eh bien, il me suffisait de glisser comme ça, et donc, en zoomant, et j'ai pu faire la comparaison et obtenir les tons qui étaient équivalents. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Une fois que j'ai eu ces deux photos, j'ai simplement sélectionné ces deux photos, fait un clic droit et puis modifié dedans. Et là, j'ai fait ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que ça donne dans Photoshop ? Ça donne ça au départ quand je l'ouvre. Alors, fais pas attention à la croix rouge ici dans le panneau des calques. Excuse-moi, c'est la version anglaise qui me perturbe quand je parle en français. La croix, c'est simplement pour désactiver le masque que j'avais créé ici. Donc là, on a nos deux calques. Et ce que j'ai fait simplement, c'est que la version qui est au-dessus, c'est la deuxième. C'est celle qui est à 1/8 de seconde, pardon, donc à ISO 1250. Donc voilà, tu vois les deux versions. L'idée donc, c'était simplement de ne garder que la chute d'eau ici. Donc j'ai simplement créé un calque, tout simplement. Et voici ce que ça donne. Donc la partie blanche, c'est ce que je garde de cette copie, et tout le reste correspond à la première image, celle qui était de 1/4 de seconde. Voilà. Donc tu t'aperçois que la seule chose qui varie, eh bien, c'est uniquement l'eau. Donc là, tu devrais peut-être voir un petit peu mieux que le résultat ici est plus intéressant, je trouve, visuellement parlant, que cette version-là. On pourrait argumenter, c'est à la limite, c'est purement subjectif, mais au moins d'un point de vue tutoriel, ça te donne peut-être des idées de traitement. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, il y avait d'autres choses qui me plaisaient pas dans cette scène. Je t'avouerai qu'au final, je pense pas que la photo soit un chef-d'œuvre, loin de ça. Je ne sais pas si je vais l'imprimer au final, mais je trouvais que c'était un bon sujet pour un tutoriel. Alors, qu'est-ce que je trouvais à modifier dans cette photo? Mais il y avait différentes choses. Tout d'abord, il y avait de la mousse qui était créée ici à cause de l'eau en mouvement. Et du coup, ça ne me plaisait pas. Alors, je vais zoomer dessus pour que tu voies un petit peu mieux. C'est ici, et arrête de bouger. Voilà, c'est la mousse ici qui ne me plaisait pas. On en avait aussi ici, ça ne me plaisait pas non plus. Il y avait quelques points qui ne me plaisaient pas. Mais principalement, ce qui ne me plaisait pas, c'était de voir la neige à travers ce buisson ici. Et parce que je me suis dit, si jamais je venais à imprimer, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas, on aurait trop de points blancs qui sortiraient, ça ferait vraiment dégueulasse. Donc du coup, la première chose, ça a été de retirer donc la mousse. Voilà, donc ce calque-là, il m'a servi à retirer la mousse. Ensuite, je me suis attaqué à la neige. Et donc, voici ce que ça donne. C'est assez important, mais tu t'aperçois que rien qu'en faisant ça, eh bien, d'un seul coup, notre regard se concentre beaucoup plus sur la rivière et sur la chute d'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu me diras ce que tu en penses dans un commentaire, mais voilà. Ensuite, il y avait quelques petits points dans l'eau qu'il fallait que je règle, voilà. Surtout en avant-scène. J'ai une sorte de politique interne, je dirais, c'est que les bords de mes images ne doivent jamais être plus clairs que l'intérieur de l'image. Donc là, en l'occurrence, dans la scène, en avant-scène, tu remarqueras, on avait du blanc dans ce remous ici, et ça m'embêtait, et donc du coup, je l'ai supprimé, voilà.
Aussi simple que ça. Ensuite, il y avait des arbres à gauche, là-bas, dans le coin. On aurait pu les laisser, mais ça me gênait un petit peu. Et c'est pas tant les arbres qui me gênaient, c'était la neige qui était sur les arbres, et donc ça les rendait un petit peu visibles. Et je trouvais que ça faisait un petit peu bordélique. Et c'est la même critique que je fais assez régulièrement aux photos qui me sont envoyées pour la revue mensuelle de l'Académie. Et donc du coup j'ai appliqué la même règle, donc j'ai décidé de retirer les arbres, voilà. Et puis tu remarques qu'il y a une grande branche ici à l'horizontale quasiment, et donc il y a pas mal de neige, et du coup ça nous fait un trait comme ça assez violent, et donc ça n'apporte rien, ce n'est qu'une branche. Dans un an ou deux elle n'y sera plus, donc voilà, c'est pas intemporaire, donc voilà, j'ai décidé de supprimer ça. Et la dernière action, j'ai hésité à le faire, et c'est la fameuse branche qui traverse la chute d'eau, et j'ai dit bon, je vais quand même essayer. J'ai passé beaucoup de temps à le faire pour avoir un résultat propre, et voici ce que ça donne. Et là, du coup, eh bien, il n'y a rien qui nous pollue notre visibilité, et on voit bien la chute d'eau et la rivière, et je trouve qu'il y a tous les détails qui m'intéressaient. Donc, une fois quand j'avais fait ça, je suis repassé dans Lightroom et je vais pouvoir te montrer la version finale. Et voici la version finale. Alors tu me dis ce que tu en penses dans un commentaire. J'espère qu'en tout cas tu as trouvé ce tutoriel intéressant, que ça, au moins ça te permet de réfléchir à quelque chose que peut-être tu n'avais jamais eu l'occasion, c'est-à-dire que la vitesse d'un objet qui est en fond de scène ne va pas aussi rapidement que en devant de scène, et donc du coup tu peux avoir des anachronismes et en ce qui concerne l'eau, eh bien d'un point de vue esthétique, peut-être que tu ne veux pas avoir autant de lenteur dans la chute d'eau qui est au fond quand tu as bien réglé ta vitesse par rapport à ton devant de scène. C'était le cas ici dans cette vidéo. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, et en attendant, puisque c'est la dernière vidéo de l'année 2017, eh bien je te souhaite un bon réveillon et à l'année prochaine. Cheers.